Ma fiancée voulait explorer ses sentiments pour un collègue 2 mois avant notre mariage. Alors, j'ai tout arrêté et je les ai laissés ensemble. Devinez qui a refait surface 8 mois plus tard? Ma fiancée voulait une permission de sortie pour tester son collègue avant de m'épouser. Je lui ai donné mieux, des vacances permanentes de notre relation. Coup de théâtre, il avait aussi une fiancée. Lisez toute l'histoire, c'est délicieux. Je m'appelle Nat, j'ai 29 ans. Je travaille dans la sécurité aérienne et la conformité des logiciels de vol. En gros, je m'assure que les systèmes qui empêchent les avions de tomber du ciel respectent les normes fédérales. Je passe la moitié de ma vie dans des hangars, des bureaux d'aéroports et des terminaux régionaux à travers le Midwest. L'autre moitié, je la passe sur l'autoroute I-70 ou assis à l'aéroport MCI, à attendre des vols retardés. Ça paye bien, et je suis doué pour ça. J'étais fiancé à Katia depuis 14 mois, et nous étions ensemble depuis près de 3 ans au total. Elle est originaire d'Ukraine, elle est venue aux États-Unis pour ses études supérieures, et elle est restée. Je l'ai rencontrée à l'anniversaire d'un ami, dans un bar sur le toit du quartier Crossroad. Elle était éblouissante, du genre à vous couper la parole nette au milieu d'une phrase. Cheveux sombres, très fins, habillée comme si elle sortait tout droit d'un magazine de mode européen. Elle était bien au-dessus de mes moyens, ou du moins c'est ce que je pensais à l'époque, mais elle semblait sincèrement intéressée. Nous avons parlé pendant 2 heures de tout, sa transition vers la vie américaine, mon boulot bizarre que personne ne comprend, et les meilleurs endroits pour manger un barbecue à Kansas City. Elle avait cette façon de vous accorder toute son attention, comme si rien d'autre dans la pièce ne comptait. J'ai été accro immédiatement. La première année a été incroyable. Elle m'a introduit dans son monde, ses dîners élaborés avec ses amis où tout le monde se mettait sur son 31, et où la nourriture était toujours faite maison et impressionnante. Je lui ai fait découvrir les matchs des Chiefs et les petits restaurants de barbecue miteux qu'elle faisait semblant d'apprécier plus qu'elle ne le faisait probablement en réalité. Nous nous équilibrions. Avec le recul, j'étais probablement plus arrangeant que je n'aurais dû l'être. Elle avait des opinions tranchées sur tout, où nous mangions, ce que nous faisions le week-end, comment je m'habillais quand nous sortions. J'acceptais la plupart de ces choses parce que cela semblait plus facile et, honnêtement, je voulais qu'elle soit heureuse. Mon meilleur ami, Cody, m'a dit plus d'une fois que je me faisais le mener à la baguette. Je lui disais qu'il était juste jaloux. Il me répondait que j'étais juste aveugle. Mais je n'étais pas une carpette totale. Quand elle a voulu que je rate le mariage de mon cousin, simplement parce que son collègue avait un vernissage le même soir, j'ai dit non. Quand elle a suggéré que je devrais trouver un emploi qui ne nécessitait pas autant de déplacements parce qu'elle n'aimait pas être seule, je lui ai dit que ma carrière n'était pas négociable. J'avais une colonne vertébrale, je ne m'en servais juste pas aussi souvent que j'aurais dû. Les fiançailles ont eu lieu il y a 14 mois, dans son restaurant préféré sur la plaza. J'avais planifié le coup pendant des semaines, je m'étais coordonné avec le personnel, et j'avais gardé la bague cachée dans la poche de ma veste pendant tout le dîner. La bague elle-même était celle de ma grand-mère, une pièce vintage avec un diamant central et 2 petits saphirs. Je l'avais faite remonter sur un anneau plus moderne, parce que Katia avait des goûts spécifiques et que la monture originale de ma grand-mère n'aurait pas fait l'affaire. Quand j'ai mis un genou à terre, elle a eu les larmes aux yeux, a dit oui avant même que je finisse ma question, et a posté la nouvelle sur Instagram dans les 30 secondes. La photo a obtenu 400 likes en 1 heure. Elle a changé sa bio en future madame avant même qu'on ait reçu l'addition. Ses parents ont pris l'avion depuis Chicago le mois suivant pour fêter ça. Sa mère avait apporté des pâtisseries ukrainiennes traditionnelles qu'elle avait passé 2 jours à préparer. Son père avait apporté sa poignée de main et ses attentes. Son père, Victor, était un gars d'Europe de l'Est de la vieille école, qui m'a serré la main comme s'il testait ma force de préhension. Sa mère, Irina, était plus chaleureuse mais avait clairement des normes élevées pour quiconque épouserait sa fille. J'ai passé l'inspection, apparemment. Victor m'a dit en privé qu'il était heureux que Katia ait trouvé quelqu'un de stable, quelqu'un qui prendrait soin d'elle. J'ai pris cette responsabilité au sérieux, peut-être trop au sérieux. Nous avons trouvé un appartement ensemble dans un bel immeuble près de la plaza. On a partagé le loyer 60/40 puisque je gagnais plus. On a commencé à planifier le mariage pour début juin. Ses parents ont proposé de contribuer aux frais, ce qui était généreux compte tenu du fait que le budget ne cessait d'augmenter. Katia avait une vision. Le lieu devait être parfait. Les fleurs devaient être spécifiques.
La liste des invités ne cessait de s'allonger, car elle ne pouvait exclure personne de son cercle social. Au moment où nous avons tout verrouillé, nous en étions à 140 invités, un lieu à Parkville avec vue sur la rivière, un groupe de 6 musiciens, et un photographe qui avait photographié des mariages pour les joueurs des Chiefs de Kansas City. Le budget total avait gonflé jusqu'à 62,000 $. Ses parents contribuaient à hauteur de 20,000 $. Je couvrais le reste. Chaque fournisseur avait reçu ses acomptes. Les save the date étaient sur les réfrigérateurs de 3 États. J'ai accepté tout ça. J'ai fait des chèques, j'ai hoché la tête devant des échantillons de tissu, j'ai fait semblant de m'intéresser à la différence entre ivoire et coquille d'œuf. Parce que c'est ce qu'on fait quand on construit une vie avec quelqu'un, on fait des compromis. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'étais le seul à faire des compromis. 2 mois avant le mariage, tout était bouclé. Lieu réservé. Traiteur confirmé. Photographe planifié. Save the date envoyé. Sa robe était en cours de retouche. Mon costume était commandé. Nous étions dans le compte à rebours. Et puis, mardi est arrivé. Je venais de rentrer d'un voyage de 3 jours à Wichita, pour certifier des mises à niveau avioniques pour un transporteur régional. De longues journées dans un hangar étouffant, à revoir de la documentation, à faire des tests, à traiter avec des mécaniciens qui pensaient que la conformité n'était qu'une suggestion. J'étais fatigué, mais c'était une bonne fatigue, celle qui vient du travail bien fait. Katia était assise à notre table de cuisine quand je suis entré. Elle avait ce regard que je ne lui avais jamais vu. Sérieux, mais aussi presque répété. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me parler de quelque chose d'important. De nous. Du mariage. Je me suis assis en face d'elle, toujours dans mes vêtements de travail, supposant qu'il s'agirait du plan de table ou d'un drame avec un fournisseur. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement, a-t-elle dit. À l'engagement. Au fait d'être sûr. Je pense qu'on devrait faire une pause avant le mariage. J'ai demandé quel genre de pause elle voulait dire. C'est là qu'elle m'a parlé de Dmitri, un gars de son bureau, un chef de projet avec qui elle travaillait étroitement sur une grosse campagne. Elle a dit qu'ils avaient développé une connexion émotionnelle, et elle pensait qu'avant de remonter l'allée, elle devait explorer ses sentiments juste pour être complètement sûre qu'elle faisait le bon choix. Je suis resté assis là, à assimiler la nouvelle. Ma fiancée, 2 mois avant notre mariage, me demandait la permission de poursuivre un autre homme, un collègue, quelqu'un qu'elle voyait tous les jours alors que je voyageais pour le travail. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. Elle s'est mise sur la défensive, a dit que rien ne s'était passé. Ils avaient juste discuté, s'étaient rapprochés. Elle a dit qu'il la comprenait d'une manière différente, qu'il était là quand j'étais toujours parti. L'accusation a atterri exactement là où elle le voulait, comme si j'étais en quelque sorte responsable du fait qu'elle développe des sentiments pour un autre gars parce que mon travail exigeait des déplacements. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire exactement pendant cette période d'exploration? T'attendre? Donne-moi de l'espace pour comprendre mes sentiments, a-t-elle dit, comme si elle me demandait d'acheter du lait en rentrant à la maison. Si tu m'aimes vraiment, tu voudrais que je sois certaine. Tu voudrais que j'arrive à notre mariage sans aucun doute. Elle avait clairement répété tout ça, elle avait ses arguments prêts, probablement conseillés par l'ami qui lui avait dit que c'était une demande raisonnable. Mais c'est laquelle a mal calculé, elle a supposé que je réagirais comme je le faisais toujours. M'adapter, faire des compromis, faire passer ses besoins en premier. Au lieu de ça, je me suis levé. Non. Pas de pause, pas d'exploration, pas d'attente pendant que tu cherches à savoir si un autre gars est une meilleure option. Soit on se marie, soit on ne se marie pas. Et si tu as besoin d'explorer des sentiments pour un collègue, alors on ne se marie pas. Son visage a changé instantanément. Ce calme répété qu'elle maintenait s'est brisé. Je ne demande pas de rompre, Nat. Je demande de l'espace. Du temps pour assimiler les choses. Tu ne comprends pas la différence? Je comprends parfaitement. Tu veux me garder sous le coude pendant que tu testes quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de l'espace. C'est me traiter comme un plan de secours. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je ne suis pas un plan de secours. Elle a commencé à devenir émotive. Elle a dit que j'étais déraisonnable, qu'elle essayait d'être honnête avec moi au lieu de me tromper dans mon dos. Que la plupart des gars apprécieraient ce genre de transparence.
Je lui ai dit que la plupart des gars seraient partis 30 secondes après le début de cette conversation, j'étais juste plus lent à comprendre. Puis, j'ai demandé à récupérer la bague. Toute son attitude a changé. Les larmes se sont arrêtées. Ses yeux sont devenus froids. Tu es sérieux là? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. C'était un cadeau, Nat. Tu ne peux pas juste exiger de le récupérer parce que tu es contrarié. Les fiançailles sont terminées. Ça veut dire que la bague revient. C'est comme ça que ça marche. Nous avons débattu pendant encore 10 minutes. Elle a essayé la culpabilité, puis la colère, puis la négociation. Je n'ai pas bougé. Finalement, elle a retiré la bague et l'a jetée contre ma poitrine. Je l'ai attrapée proprement en plein vol. Elle a saisi son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Avant de partir, elle s'est retournée, les yeux flamboyants. Tu ne trouveras jamais quelqu'un d'aussi belle que moi. Personne ne t'aimera comme je l'ai fait. Tu fais la plus grande erreur de ta vie. Puis elle a claqué la porte si fort que les tableaux au mur ont tremblé. Je suis resté là, dans notre appartement, tenant la bague de ma grand-mère. Et le plus bizarre, c'est que je ne me sentais pas triste. Je me sentais soulagé. Comme si j'avais attendu la catastrophe depuis des mois, et qu'elle était enfin arrivée. Puis j'ai envoyé un SMS à Cody. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Enfin, mec. T'en as mis du temps pour te faire pousser une paire. Tu veux des ailes de poulet? J'arrive. Cody est arrivé 45 minutes plus tard avec un sac d'ailes de notre endroit habituel, un carnet, et ce sourire sur le visage comme si Noël était arrivé en avance. Il n'avait jamais aimé Katia. Il disait qu'elle me traitait comme un accessoire. Il disait qu'elle était plus intéressée par le fait d'avoir un fiancé que de m'avoir moi, spécifiquement. Je la défendais toujours. Je lui disais qu'il ne la comprenait pas. Je lui disais qu'il était injuste. Il s'avère qu'il la comprenait mieux que moi. Il a posé les ailes sur la table, a ouvert une canette de boisson énergisante, et m'a pointé du doigt. Raconte-moi tout. Du début à la fin. N'oublie rien. Je lui ai raconté toute la conversation. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui était rare pour lui. Quand j'ai fini, il a juste secoué la tête. Honnêtement, je suis surpris que ça ait pris autant de temps. Une femme qui poste sa bague de fiançailles avant même d'appeler sa mère n'est pas amoureuse de toi, mec. Elle est amoureuse de l'annonce. Il marquait un point. Puis il a sorti le carnet et a débouché un stylo. On aborde ça comme un projet. Livrable, délai, dépendance. Tu es sérieux là? Mortellement sérieux. La plupart des gars foirent les ruptures parce qu'ils réagissent émotionnellement au lieu de stratégiquement. On va s'assurer que tu ne foireras pas le coup. Attends, quoi? Tais-toi et écoute, Nat. En 20 minutes, il avait cartographié tout ce que je devais gérer. Le bail de l'appartement, les fournisseurs du mariage, les comptes joints, les abonnements partagés, le contrôle du récit. Il avait même assigné des priorités. Impact élevé, effort faible en premier, les abonnements. Je n'y avais même pas pensé. Katia et moi avions combiné pratiquement tout au cours des 2 dernières années. Services de streaming, livraison de courses, stockage cloud, musique, application de fitness, services de planification de repas, tout sous mes comptes, tout avec mes informations de paiement. Elle les utilisait constamment. Toute sa vie numérique reposait sur une infrastructure que je payais. Cody a encerclé cette section de sa liste 3 fois. Ça, juste là, c'est la colonne et satisfaction mesquine. Pas nécessaire pour la rupture, mais important pour le moral. Il a souri. Mon moral, spécifiquement. Je lui ai dit que je ne voulais pas être mesquin. Ce n'est pas mesquin. C'est pratique. Pourquoi devrais-tu payer des services pour quelqu'un qui vient de demander à explorer un autre gars? Il s'est adossé à sa chaise. En plus, la voir se faire déconnecter de tout, un par un, ça va être spécial. Il avait un point là aussi. Mais d'abord, j'avais un message plus important à envoyer. Je connaissais Katia, je savais comment elle fonctionnait. Dès qu'elle se calmerait, elle commencerait à travailler sur le récit, appelant ses amis, envoyant des SMS à sa famille, présentant cela comme si je surréagissais à une demande raisonnable. Au matin,
je serais le méchant qu'il avait abandonné pour une simple conversation sur ses sentiments. Je devais prendre les devants. J'ai tapé un seul message, court, factuel, sans émotion. Katia m'a demandé ce soir de faire une pause dans nos fiançailles pour pouvoir explorer ses sentiments pour un collègue nommé Dmitri. J'ai refusé et mis fin aux fiançailles. Le mariage est annulé. Je voulais que vous l'appreniez directement de moi. Je l'ai envoyé à ses parents, à sa sœur, et à 3 de nos amis communs dont je savais qu'ils le diffuseraient plus loin. Puis j'ai éteint mon téléphone et fini mes ailes de poulet. Cody a appelé ça le verrouillage du récit. Il a dit que dans n'importe quelle rupture, celui qui contrôle l'histoire contrôle le résultat. Je venais de rendre impossible pour elle de réécrire ce qui s'était passé sans avoir l'air de mentir, puisque sa propre famille avait reçu ce message. Le lendemain matin, le texto avait fait son travail. Sa sœur l'avait capturé et envoyé dans leur groupe familial. 2 des amis communs l'avaient déjà dit à tous leur cercle d'amis. Un gars à qui je l'avais envoyé travailler avec Katia à son agence, et au déjeuner, tout son bureau était au courant non pas par des rumeurs, mais par les faits réels envoyés par moi avant qu'elle ne puisse inventer quoi que ce soit. Elle a essayé quand même. Elle a dit aux gens que j'avais surréagi à une simple conversation sur le stress pré-mariage. Mais quand les gens posaient des questions de suivi, son histoire s'effondrait. Les détails ne correspondaient pas, la chronologie ne collait pas, et tout le monde avait déjà vu mon message avec le nom Dmitri dedans. Ensuite, j'ai appelé Victor, son père. Je l'avais toujours respecté, et je me suis dit qu'il méritait une vraie conversation, pas juste un texto. Il a répondu à la 2e sonnerie, la voix lourde. Il avait clairement déjà lu le message. C'est vrai, Nat? Ce que tu as écrit. Chaque mot, Victor. Il est resté silencieux un long moment, et je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Puis il a demandé ce dont j'avais besoin de sa part concernant les coûts du mariage. Je lui ai dit que je m'occuperais d'annuler tout, et que nous pourrions partager les dépôts non remboursables. Il avait contribué environ 20,000 $ pour le lieu, le traiteur et d'autres fournisseurs. J'ai proposé de couvrir les pertes moi-même puisque c'est moi qui mettais fin à tout. Non. Sa voix était ferme. Ma fille a créé ce gâchis. Je ne te laisserai pas payer pour ses erreurs. Dans ma famille, quand quelqu'un rompt sa parole, il en assume les conséquences. Pas la personne qui a été lésée. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté. Il a dit qu'il avait élevé Katia pour qu'elle sache mieux se comporter que ça. Qu'il avait essayé de lui apprendre que la confiance est quelque chose que l'on construit, pas quelque chose que l'on jette pour un peu d'excitation. Il a dit qu'il ne savait pas où il s'était trompé, mais qu'il avait honte de ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Les gens font leur propre choix. C'est généreux de ta part, plus qu'elle ne le mérite. Je pouvais entendre Irina en arrière-plan, bouleversée, demandant ce qui se passait. Victor lui a dit qu'ils en parleraient après avoir fini avec moi. Avant de raccrocher, sa voix s'est adoucie. J'espérais que tu ferais partie de cette famille, Nat. Tu es un homme bien. Ma fille est une idiote. Ça m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Venant d'un père ukrainien de la vieille école qui n'était probablement pas facile à impressionner, ça signifiait quelque chose. Mercredi matin, j'ai commencé à passer des appels. La coordinatrice du lieu était compréhensive mais ferme sur la politique d'annulation, nous allions perdre environ 8,000 $ au total entre le raconte et les traiteurs. Victor a géré cet appel lui-même, il y tenait. La photographe a remboursé la plupart de mon acompte car elle a pu relouer la date rapidement. Elle a dit qu'elle était désolée que les choses n'aient pas fonctionné, mais qu'elle en avait vu assez pour savoir qu'annuler maintenant épargnait plus de douleur à tout le monde plus tard. Le fleuriste a gardé 1,5 $. Le DJ a gardé 500 $. Le groupe a été le plus gros coup dur après le lieu, 3,000 $ non remboursables, aucune exception. J'ai appelé la société de location pour les tables et les chaises, la boulangerie, le calligraphe qui avait fait les invitations, l'hôtel où nous avions bloqué des chambres pour les invités venant de l'extérieur. À midi, j'avais passé 14 appels et regardé environ 13,000 $ partir en fumée pour un mariage qui n'aurait pas lieu. Mercredi après-midi, le site web du mariage avait disparu. Je l'avais construit sur une plateforme avec mon email, donc j'ai simplement tout supprimé. La liste de mariage a disparu avec tous ces articles de cuisine soigneusement sélectionnés et ce linge de maison chic.
Disparu. La preuve visuelle de notre futur mariage? Effacée. Cody avait suggéré cela spécifiquement, disant que pour quelqu'un comme Katia, la disparition des choses publiques ferait plus mal que tout ce qui est privé. Toute son identité était enveloppée dans l'apparence que les choses avaient pour les autres. Supprimer la visibilité. Supprimer son pouvoir. Il n'avait pas tort. Elle a commencé à faire exploser mon téléphone vers 16h cet après-midi-là. Texto, appels, messages vocaux. Elle était apparemment allée montrer la liste de mariage à une amie et n'avait rien trouvé. Puis elle avait vérifié le site web du mariage. Rien. Puis elle avait appelé le lieu et découvert que son propre père avait tout annulé. Ses messages devenaient de plus en plus frénétiques, puis colériques, puis menaçants. Elle disait que j'essayais de l'humilier, que j'étais allé dans son dos auprès de sa propre famille, que j'étais vindicatif et cruel. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Ce soir-là, je me suis connecté à tous nos comptes partagés. Service de streaming d'abord, changement du mot de passe sur le principal, suppression de son profil, passage à la plateforme suivante. Même processus, stockage cloud, livraison de courses, musique, application de fitness, service de planification de repas, application d'apprentissage des langues qu'elle avait utilisées exactement 2 fois. Tout. Cody était assis en face de moi, regardant et souriant. Il avait apporté des collations, il ressemblait au GIF de Michael Jackson. C'est mieux que n'importe quelle série qu'on aurait pu regarder sur ces services de streaming, a-t-il dit en se bourrant la bouche de chips. Je sais que c'était mesquin, mais Cody avait raison. Pourquoi devrais-je continuer à payer pour quelqu'un qui venait d'essayer de me mettre sur une étagère pendant qu'elle faisait son marché ailleurs? Les textos qui ont suivi étaient quelque chose. Apparemment, elle était au milieu d'une série quand tout l'a déconnectée. Puis elle a essayé de commander des courses et a été refusée. Puis elle n'a pas pu accéder à la playlist qu'elle curait depuis des mois. Puis elle a essayé d'utiliser le stockage cloud où elle gardait tous ses fichiers de conception pour le travail et a eu une erreur de mot de passe. Les messages ont progressé à travers plusieurs étapes. Confusion d'abord, puis réalisation, puis colère. Elle m'a même envoyé des messages vocaux en colère. Son accent ressortait. Tu annules tout? Tout? Je suis au milieu d'un épisode. Nat, tu es si mesquin, si gamin. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu 3 ans avec toi. Ticho, Zduriv? Tu penses que ça me blesse? Ce n'est rien. Tu n'es rien. Nudak. Cody était mort de rire quand il a entendu ça. Mec, elle fait une crise existentielle. Elle a essayé de s'inscrire à ses propres comptes, mais apparemment, certaines des fonctionnalités premium que je payais n'étaient pas disponibles sur les forfaits de base. Elle a envoyé une autre série de messages demandant si j'allais sérieusement l'obliger à payer le prix fort pour des services qu'elle utilisait gratuitement depuis 2 ans. Je n'ai répondu à rien de tout ça. C'est la meilleure partie, a dit Cody. Le silence. Rien ne va la rendre plus folle que le fait que tu ne réagisses pas du tout. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. La situation de l'appartement était le gros morceau. Nous étions tous les deux sur le bail, qui courait jusqu'en octobre. Le rompre plus tôt signifierait des pénalités, et je ne voulais pas gérer des mois de cohabitation gênantes pendant qu'elle cherchait sa prochaine étape. De plus, il y avait le problème qu'elle essayait de me rendre la vie difficile. Apparemment, après la coupure des abonnements, elle a décidé de riposter. Elle a appelé le service RH de mon entreprise, prétendant que je la harcelais. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité, et a exigé qu'il fasse quelque chose. Sauf qu'il n'y avait rien à faire. Je ne l'avais pas contactée directement depuis la réunion sur le bail. Tous les messages qu'elle avait envoyés étaient restés sans réponse. Le texto que j'avais envoyé à sa famille était factuel et ne contenait ni menaces ni insultes. Les RH m'ont appelé. Je leur ai transféré les captures d'écran pertinentes montrant qu'elle était celle qui envoyait des messages agressifs, et ils ont clos le dossier en 20 minutes environ. Ensuite, elle a essayé d'appeler la direction de l'appartement pour me faire retirer du bail pour création d'un environnement de vie hostile. Sauf que je ne vivais pas là, je logeais temporairement chez Cody pendant que je planifiais mon déménagement. Et le gérant de l'immeuble, qui avait vu assez de drames de rupture pour en écrire un livre, n'était pas intéressé à s'impliquer dans notre situation au-delà de la paperasse. Elle a aussi essayé de me devancer auprès des fournisseurs du mariage, appelant le lieu en prétendant gérer l'annulation elle-même,
essayant de rediriger le remboursement de mes acomptes vers son compte. La coordinatrice du lieu m'a appelé pour vérifier. Quand j'ai expliqué la situation, elle a signalé le numéro de Katia dans leur système. Le traiteur a reçu un appel similaire. Même résultat. Ces tentatives pour se venger ne fonctionnaient pas parce qu'il n'y avait rien à venger. Je n'entrais pas dans le jeu. Je n'attaquais pas. Et elle n'avait aucune idée de comment combattre ça. Jeudi matin, je suis allé au bureau de location et j'ai expliqué la situation. La gérante était compréhensive. Elle a dit que si l'un de nous voulait reprendre le bail en solo, ça pouvait marcher. Ou si nous voulions tous les deux partir, il y aurait une pénalité de 2 mois. J'ai demandé mes options spécifiquement. Elle a dit que si je pouvais trouver un locataire de remplacement, et que Katia acceptait de signer sa sortie du bail, je pourrais être parti dans les 30 jours. J'ai passé quelques appels. Un gars de mon entreprise cherchait un endroit plus proche du centre-ville. Je lui ai parlé de l'appartement, envoyé des photos, et donné le prix du loyer. Jeudi après-midi, il le voulait. Il a dit qu'il pouvait emménager le 15 si la paperasse était prête. Maintenant, j'avais juste besoin que Katia coopère. Je lui ai envoyé un texto avec une proposition simple. Je déménagerai. Elle pourrait rester dans l'appartement jusqu'à la fin du bail, et je couvrirai ma part de la pénalité pour rupture anticipée si nécessaire, ou on partait tous les deux. Rupture nette, pas de drame. Tout le monde passe à autre chose. Elle m'a appelé au lieu de répondre par texto. Sa voix était différente maintenant. Plus calme. Je ne veux pas que tu déménages, Nat. Je veux qu'on parle de ça. Vraiment parler. Une pause. J'ai été hâtive. J'étais. Dmitri n'est pas ce que je pensais. J'ai fait une erreur en soulevant le sujet comme je l'ai fait. Ça ne change rien. Tu peux soit accepter les termes du bail, soit on reste tous les deux coincés dans une situation gênante jusqu'en octobre. Elle s'est tue. Puis elle a demandé où je comptais aller. Austin. Mon entreprise a un poste ouvert là-bas depuis des mois. Directeur régional pour le territoire du Sud-Ouest. Plus d'argent, meilleur climat, nouveau départ. J'ai déjà parlé à mon patron. Le poste est à moi si je le veux. Silence à l'autre bout. Je pense qu'elle avait supposé que je resterais dans le coin. Découvrir que je quittais carrément l'État ne faisait pas partie de son plan. Elle a accepté de signer les papiers du bail le lendemain. Vendredi matin, nous nous sommes retrouvés au bureau de location. Elle avait l'air d'avoir pleuré, mais je pouvais dire qu'une partie de tout ça était de la comédie. Nous étions assis l'un en face de l'autre à signer des documents, croisant à peine nos regards. Avant de partir, elle a essayé une dernière fois. Est-ce qu'on peut juste ralentir? Peut-être que tu donnes à ça plus d'importance qu'il ne le faut. Elle m'a regardé avec ses yeux qui marchaient sur moi autrefois. Je n'ai jamais rien fait avec Dmitri. C'était juste des sentiments. Des sentiments que je pourrais travailler. Le fait que tu aies même pu demander ce que tu as demandé me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai soutenu son regard. Quelqu'un qui veut m'épouser n'a pas besoin d'explorer d'autres options d'abord. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a fermée. Quelque chose dans ma voix a dû lui faire comprendre qu'il n'y avait plus d'angle d'attaque. Elle est sortie sans un autre mot. Samedi matin, Cody est arrivé avec son camion. Nous avons passé 8 heures à emballer et charger tout ce que j'emportais avec moi. L'appartement était en grande partie meublé quand nous avons emménagé, donc il n'y avait pas grand-chose à se disputer. Mes vêtements, mon installation de jeu, mes affaires personnelles, quelques équipements de cuisine que j'avais achetés moi-même. Tout le reste est resté. Samedi soir, ma moitié de l'appartement était vide. J'ai laissé les clés sur le comptoir avec un mot qui disait simplement « bonne chance ». Cody a trouvé que c'était trop gentil. Il voulait que je laisse une capture d'écran imprimée de sa demande de pause, mais j'avais fini. Je n'avais pas besoin d'avoir le dernier mot. J'avais juste besoin d'être parti. Dimanche matin, j'étais sur LIR 35 en direction du sud vers Austin. 12 heures d'autoroute vide et d'épisodes de podcast sur l'histoire de l'aviation. Je suis passé par Oklahoma City vers le déjeuner. Arrêt pour de l'essence à Dallas vers le dîner. Les plaques du Texas commençaient à être plus nombreuses que tout le reste. J'ai franchi les limites de la ville d'Austin juste après 21 heures.
La ligne d'horizon s'illuminait contre l'obscurité. Nouvelle ville, nouveau travail, nouvelle vie. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Les premières semaines à Austin ont été un flou logistique. Trouver un appartement, mettre en place les services publics, s'orienter au nouveau bureau. Mon territoire couvrait le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et certaines parties du Colorado. Beaucoup de transporteurs régionaux, beaucoup de petits aéroports, beaucoup de temps de vol. Le bureau d'Austin était différent, plus détendu, plus collaboratif, moins de cette politique d'entreprise à laquelle je m'étais habitué. Mon patron, un ancien de l'Air Force nommé Paul, était plus intéressé par les résultats que par les apparences. Il se fichait du nombre d'heures que je notais ou du nombre de réunions auxquelles j'assistais. Il se souciait de savoir si les opérateurs passaient leur certification et si les clients étaient contents. Le premier mois, j'ai passé plus de temps dans les airs et dans les hangars qu'à mon bureau. El Paso une semaine pour une revue complète de documentation. Phoenix la semaine suivante pour des tests de certification logicielle. Puis conduire jusqu'à un minuscule aéroport dans le Hill Country où une compagnie charter avait besoin de conseils de conformité parce que leur spécialiste précédent avait bâclé quelque chose et qu'il risquait des amendes. Chaque certification réussie était une autre victoire. Chaque nouveau client ressemblait à la preuve que j'avais pris la bonne décision. Le travail lui-même n'avait pas changé, mais ma tête était dans un meilleur endroit. Je ne faisais plus seulement pointer, j'étais réellement investi. Le travail me tenait occupé, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Cody me tenait au courant de la situation à Kansas City. Il avait gardé des contacts avec certains amis communs qui étaient heureux de partager des informations, et bon sang, c'était le bordel. Katia avait essayé de manipuler le récit pendant environ 48 heures avant d'abandonner. Mon texto à sa famille avait rendu cela impossible. Son propre père disait aux gens qu'elle avait demandé une pause pour poursuivre un collègue. Sa propre sœur disait qu'elle n'arrivait pas à croire que Katia jetterait ce qu'elle avait. L'histoire était sortie, et elle n'était pas flatteuse. Elle avait apparemment misé double sur Dmitri après mon départ. Elle s'était dit que si elle m'avait perdu à cause de lui, elle ferait aussi bien de voir ce qu'il y avait vraiment. Ils ont commencé à sortir ensemble officiellement environ 2 semaines après mon déménagement. Cody m'envoyait des mises à jour comme un commentateur sportif. Semaine 1, ils étaient inséparables, déjeunaient ensemble au bureau tous les jours. Semaine 3, elle postait des photos de couple avec des légendes sur le fait d'avoir trouvé son âme sœur. Semaine 5, elle l'a présenté à des amis comme son petit ami. Ça allait vite, ce qui était logique. Elle avait besoin de prouver que tout cela en valait la peine. Et puis, la 8e semaine est arrivée. Dmitri avait une fiancée. Pas une ex-fiancée, une fiancée actuelle, une femme à Chicago avec qui il était fiancé depuis plus d'1 an. Katia était la maîtresse. La connexion émotionnelle, les soirées tardives au bureau, la compréhension qu'elle trouvait si spéciale et différente de ce qu'elle avait avec moi. Tout cela n'était que du divertissement pour un gars qui s'ennuyait dans sa vraie relation et qui avait vu une cible facile. Elle l'a découvert quand la fiancée a trouvé son Instagram. Apparemment, une photo que Katia avait postée avait des données de localisation qui ne correspondaient pas au prétendu voyage d'affaires de Dmitri. La fiancée a creusé un peu, a trouvé le profil de Katia, a relié les points, et a découvert toute une relation que son futur mari cachait. La confrontation a eu lieu publiquement. Des commentaires sur les photos de Katia pour la dénoncer. Des messages aux amis communs expliquant la situation. Des captures d'écran partagées sur plusieurs plateformes. La fiancée avait des preuves, des SMS entre Dmitri et Katia, une réservation de restaurant qu'il avait faite sous un faux nom, des frais d'hôtel sur un relevé de carte de crédit. Elle a tout posté. Tout le monde dans le cercle social de Katia a découvert simultanément qu'elle avait quitté son fiancé pour un gars qui se jouait d'elle depuis le début. Pour ne rien arranger, Dmitri n'a même pas essayé de la défendre. Lorsqu'il a été confronté, il a complètement enfoncé Katia. Il a dit à sa fiancée que Katia l'avait poursuivi agressivement et qu'il avait juste été trop gentil pour l'arrêter. Il a dit qu'elle avait mal interprété une amitié professionnelle comme un intérêt romantique. En gros, il l'a fait passer pour désespérée et délirante. Sa fiancée n'y a pas cru entièrement, mais elle voulait y croire. Ils sont allés en thérapie de couple, et ont recommencé à poster des photos ensemble en 1 mois. Il a gardé sa relation, sa réputation, sa vie confortable. Katia n'a récolté qu'une humiliation publique et une leçon sur ce que c'est que d'être le plan B de quelqu'un.
Cody m'a appelé le soir où tout a éclaté, riant si fort qu'il pouvait à peine respirer. Il a dit qu'il n'avait jamais vu le karma agir aussi vite. Je ne me sentais pas heureux à ce sujet. Pas exactement. Plutôt satisfait. Comme si le choix que j'avais fait était le bon. Et maintenant, il y avait des preuves. Katia est devenue silencieuse sur les réseaux sociaux après ça. Plus de posts, plus de stories, plus de photos soigneusement filtrées de sa vie parfaite. L'image qu'elle avait passé des années à construire était grillée, et tout le monde le savait. Son agence l'a licenciée 3 semaines plus tard. Officiellement, c'était une restructuration. Officieusement, un de ses collègues a dit à Cody que les clients avaient commencé à demander à travailler avec des designers différents. Personne ne voulait que sa marque soit associée à la femme dont la vie personnelle désastreuse venait de se dérouler sur Instagram. Dans l'industrie créative, la réputation est tout. La sienne avait disparu. Pendant ce temps, je m'épanouissais. J'ai atteint mes objectifs de vente pour le premier trimestre. J'ai reçu des retours positifs de 3 clients différents sur mon travail de certification. J'ai commencé à construire une routine à Austin. Salle de sport le matin, travail pendant la journée, exploration de la ville le week-end. J'ai trouvé un superbe appartement près du centre-ville avec vue sur le lac Lady Bird. J'ai commencé à faire de la randonnée sur les sentiers le week-end. J'ai rejoint une ligue de volley-ball amateur via le travail. Je me suis fait des amis avec des gars du bureau qui étaient aussi des transplantés d'autres villes. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de vivre vraiment ma propre vie, de ne pas m'ajuster constamment à ce que quelqu'un d'autre voulait, juste faire mon truc. Honnêtement, c'était génial. 6 mois après avoir déménagé à Austin, j'allais mieux que je ne l'avais été depuis des années. Plus installé, plus confiant, plus moi-même. Le travail s'était avéré encore meilleur que prévu. Mon territoire s'agrandissait. Mes chiffres étaient solides, et mon patron parlait déjà d'une promotion au niveau de directeur dans l'année à venir. J'avais commencé à voir des gens de façon décontractée vers le 4e mois. Rien de sérieux, juste pour me remettre dans le bain. Puis j'ai rencontré Rebecca. Elle était ingénieure commerciale pour une autre compagnie d'aviation. Nous nous sommes rencontrés à une conférence à Dallas. On a fini à la même table de dîner avec un groupe de personnes. On a passé tout le repas à se parler et à ignorer tout le monde. Elle était intelligente, directe, et avait cet humour pince sans rire qui me prenait constamment au dépourvu. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu dans cet endroit à tacos dont elle jurait qu'il avait le meilleur al pastor du Texas. Elle avait raison. Nous avons parlé pendant 3 heures, et cela semblait facile d'une manière que ma relation avec Katia ne l'avait jamais été. Elle connaissait mon histoire, la version abrégée du moins. Elle n'a pas poussé pour les détails, a juste dit que ça semblait être la bonne façon de gérer les choses et a changé de sujet. Avec Rebecca, j'existais simplement. Elle m'aimait pour qui j'étais vraiment. Quand je rentrais épuisé et que je voulais juste commander une pizza et regarder quelque chose d'idiot, elle était partante. Quand je voulais passer un samedi à faire de la randonnée au lieu d'aller dans un brunch branché, elle attrapait ses bottes. Cody l'a rencontré quand il est descendu me rendre visite. Son verdict ? C'était la bonne. Il a dit que c'était la première de mes copines qui semblait réellement intéressée par moi plutôt que par le fait d'avoir un petit ami. Par le téléphone arabe au Kansas, je continuais d'entendre des bribes sur la vie de Katia. Elle avait déménagé de retour à Cassé après être restée chez ses parents à Chicago pendant un moment. Sa carrière de designer avait calé parce que tout le drame s'était joué devant son réseau professionnel. Victor et moi étions restés vaguement en contact. Il m'envoyait un texto de temps en temps, des nouvelles des Chiefs, ou demandait comment allait le boulot. Il ne mentionnait jamais sa fille directement, mais le sous-entendu était toujours là. 8 mois après la rupture, voici ce qui s'est passé. Mon entreprise m'a renvoyé au Kansas pour une semaine. Grosse réunion client, examen réglementaire, le genre de choses qui nécessitaient mon expertise spécifique. Je devais être en ville pour 5 jours. Je n'étais pas inquiet de croiser Katia. Je savais qu'elle était revenue à Kansas City depuis Chicago, mais c'est un grand endroit. Les chances de se croiser par hasard étaient pratiquement nulles. Le travail s'est bien passé. 4 jours de réunion, d'inspection et d'examen de documentation. Jeudi soir, j'avais fini et j'avais une soirée libre avant mon vol de retour vendredi après-midi. Cody a insisté pour qu'on se voie.
Il a suggéré ce nouvel endroit dans le quartier Crossroad qui avait ouvert après mon départ. Censé avoir de la super nourriture. J'ai accepté. Le restaurant était bondé quand je suis arrivé. Cody avait pris une table vers le fond, avait déjà commandé une entrée. Nous avons passé la première heure à rattraper le temps perdu correctement. Son travail, mon travail, Rebecca, ses derniers désastres amoureux, des trucs normaux. Puis je l'ai vue. Katia était à l'autre bout du restaurant avec deux femmes que je ne reconnaissais pas. Elle était habillée, maquillage complet, toute la présentation. Mais quelque chose clochait. Cette confiance qu'elle avait autrefois semblait forcée maintenant, comme si elle essayait trop fort, riant un peu trop fort, scannant la pièce pour voir qui la remarquait. Je l'ai observée pendant environ 30 secondes. Elle avait perdu du poids. La tenue avait l'air moins chère que son style habituel. Le travail en agence ne devait pas payer ce que son travail freelance rapportait autrefois. Elle ne m'avait pas encore remarqué. J'ai débattu pour savoir si je devais partir, mais Cody s'était déjà retourné pour voir ce qui avait attiré mon attention. Quand il l'a repéré, son visage s'est fendu d'un immense sourire. « Ne t'avise pas de partir », a-t-il dit, gardant la voix basse. « C'est parfait. L'univers te tend un cadeau emballé avec un nœud. Accepte-le gracieusement. » Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de drame. Il a dit qu'il ne s'agissait pas de drame. Elle avait besoin de me voir heureux. Passer à autre chose. Cela ferait plus que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Alors, je suis resté, j'ai continué à parler, j'ai continué à manger. Environ 20 minutes plus tard, elle a remarqué. Ce faux air heureux sur son visage a vacillé une seconde avant qu'elle ne le remette en place. Elle a retouché son rouge à lèvres en utilisant la caméra de son téléphone, puis s'est dirigée vers notre table. Cody s'est adossé à sa chaise. « Eh, mon gars. Ne lui donne rien », a-t-il dit doucement. Elle s'est arrêtée à notre table. « Nat. Je ne savais pas que tu étais de retour en ville. Juste là pour le travail. Je pars demain. » Je ne me suis pas levé, je ne lui ai pas offert de siège. Elle est restée là un moment, s'attendant clairement à plus. Quand je n'ai rien offert, elle a insisté. « Comment vas-tu? Est-ce qu'Austin te traite bien? » Une pause. « Tu vois quelqu'un? » Austin est bien. Le boulot est super. Et ouais, je vois quelqu'un. Ça se passe vraiment bien. L'expression sur son visage était inestimable. Ce moment où elle a réalisé que le plan de secours sur lequel elle comptait n'était plus là. « Est-ce que tu es heureux ?» a-t-elle demandé. « Vraiment heureux? » « Ouais. Je le suis. J'ai réfléchi à tout, Nat. Je sais maintenant que ce que j'ai demandé était mal. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. » J'ai hoché la tête. « J'apprécie que tu dises ça. » Elle a attendu, espérant plus. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Katia. » Puis je me suis retourné vers Cody et j'ai repris ma fourchette. Elle est restée là quelques secondes, ne sachant pas quoi faire. Je n'ai pas levé les yeux. Elle est partie sans un autre mot. Cody a attendu qu'elle soit retournée à sa table avant de parler. « Bon sang, tu as vu sa tête? » J'ai haussé les épaules. « Ouais, peu importe. » Il a levé son verre. « À la santé d'avoir eu des couilles exactement au bon moment. » Il a souri. « Je raconte cette histoire à chaque barbecue pour le reste de ma vie. Fais-toi plaisir. » Nous avons fini notre repas. J'ai pris un vol pour rentrer à Austin le lendemain. Rebecca est venue me chercher à l'aéroport. Elle m'a serré dans ses bras et m'a posé des questions sur mon voyage. Nous avons dîné à notre endroit habituel. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux.